Allez, c'est parti pour un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va disséquer une méthode pédagogique absolument fascinante, un outil conçu pour bâtir des fondations cognitives en béton armé chez les enfants. Souvent, on se dit que l'apprentissage du langage, ça se fait tout seul, un peu par magie, au fil de l'eau. Eh bien, pas tout à fait. Derrière les mots, il y a une mécanique complexe. Et c'est exactement ce que la méthode Apprenti-Langue a décidé de structurer, avec une précision vraiment redoutable. On va décortiquer ensemble cette idée d'enseignement explicite du vocabulaire et voir comment ça peut littéralement métamorphoser l'expérience scolaire dès le plus jeune âge. Ok, plongeons dans le vif du sujet. Le constat de départ de notre documentation, c'est une réalité de terrain qu'on ne peut absolument pas ignorer. Tous les enfants n'arrivent pas à l'école avec le même bagage linguistique. Certains ont déjà un lexique hyper riche, tandis que d'autres manquent cruellement de repères pour exprimer ce qu'ils pensent. Alors la philosophie au cœur de cette méthode propose une solution à la fois super simple et très audacieuse. Apprendre beaucoup moins de mots à la fois, mais les apprendre véritablement, en profondeur. L'idée, ce n'est plus de survoler un dictionnaire entier en espérant que ça rentre, c'est de s'approprier intimement chaque mot pour qu'il devienne un outil durable dans le cerveau. Ce qui nous amène à notre première grande thématique, l'enjeu colossal du vocabulaire explicite. C'est vrai, cette question des inégalités de langage, c'est un défi immense. Et espérer que le langage va se développer tout seul, de façon passive, ça ne marche tout simplement pas quand l'écart de départ est trop grand. Pour combler cet écart, il faut construire un véritable échafaudage. La différence entre l'ancienne méthode et cette nouvelle approche, c'est saisissante. D'un côté, on a l'apprentissage au hasard. On s'attend à ce que l'enfant devine le sens d'un mot au détour d'une conversation. Pour un enfant qui baigne déjà dans un vocabulaire riche à la maison, aucun souci. Mais pour les autres, c'est laisser beaucoup trop de place à l'incertitude. De l'autre côté, l'enseignement explicite vient capter volontairement l'attention sur les mots. On les observe sous toutes les coutures, on les compare, on les manipule. C'est organisé, c'est fréquent et c'est absolument essentiel pour gommer les inégalités dès la ligne de départ. Et ce qui est vraiment intéressant avec cette approche, c'est de voir comment ça se traduit au jour le jour. Abordons notre deuxième point, le pouvoir du rituel quotidien. Toute l'architecture de cette méthode repose sur une mécanique hyper précise. Fini les grandes séances isolées, celles qu'on fait une fois de temps en temps et qu'on oublie le lendemain. C'est vraiment la force de l'habitude, la répétition rassurante d'un rituel qui crée le terreau idéal pour le langage. D'ailleurs, les éditions Nathan qui portent le projet Apprenti-Langue le définissent par 3 mots-clés. C'est un dispositif quotidien, explicite et structuré. L'objectif avoué, c'est d'accélérer le développement du vocabulaire. Attention, on ne parle pas d'une petite activité bouge-trou de 15 minutes pour patienter avant la récré. C'est un véritable entraînement cognitif quotidien. Cette régularité permet au cerveau de ne jamais oublier ce qu'il vient de capter. Alors, comment ça se passe concrètement ce fameux rituel ? C'est simple, ça commence souvent par susciter l'émerveillement. On lance une petite devinette pour introduire le nouveau mot. Hop, le cerveau se met immédiatement en alerte pour résoudre le problème. Ensuite, phase 2, le réinvestissement. On ne lâche pas le mot dans la nature avec juste sa définition. On le trie, on joue avec, on le classe. Et enfin, l'étape ultime, la production, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Cette séquence, parce qu'elle est super prévisible, agit comme un filet de sécurité génial pour les élèves les plus fragiles. Comme on sait exactement ce qui va se passer, le stress redescend et on ose enfin prendre la parole. Ce qui nous fait basculer vers notre troisième axe, une approche aux dimensions multiples. Parce que oui, l'impact d'une telle méthode va tellement plus loin que le simple fait de mémoriser une liste de mots. Ce serait une grosse erreur de réduire ça à du bourrage de crâne. En réalité, cette démarche quotidienne vient titiller plusieurs leviers d'apprentissage en même temps. Un enfant engagé là-dedans ne fait pas le perroquet. Il enrichit son lexique, bien sûr, mais en même temps, il booste sa compréhension orale et il affine sa conscience phonologique en prêtant l'oreille au son. Et tout ça dès la maternelle. Ça prépare le terrain tout en douceur pour la lecture et les toutes premières compétences d'écriture. Bref, un seul petit mot devient un pont géant qui relie la parole, l'écoute, le son et l'écrit. Et la gestion du temps là-dedans est redoutable d'efficacité. Les mots ne sont jamais juste croisés une fois puis jetés aux oubliettes. C'est très bien organisé. On a d'abord une semaine dédiée à la pure découverte, puis des semaines entières où on réinvestit tout ça à travers des jeux. Et même bien plus tard, on ramène le mot sur le devant de la scène avec des diaporamas de révision ou des activités de mémorisation. En fait, c'est une guerre méthodique contre la fameuse courbe de l'oubli. L'information est sans cesse recyclée et rappelée pour s'ancrer définitivement dans la mémoire à long terme. Allons encore un peu plus loin avec notre 4e partie, la langue pour mieux penser. Là, on touche au cœur philosophique des sources étudiées. Le langage, ce n'est pas juste un moyen de papoter, c'est la véritable boîte à outils de notre esprit. C'est ce qui permet de mettre de l'ordre dans le chaos du monde extérieur.
Donc le point crucial, le voici. Le vocabulaire n'est absolument pas une matière secondaire. Quand on offre la capacité de nommer très précisément un objet, de qualifier une action, de mettre le mot exact sur une émotion ou de regrouper des idées par catégorie, on donne tout simplement les clés du monde. Ça rend capable d'expliquer, de raconter une histoire de A à Z sans perdre le fil et de comprendre les consignes de la vie de tous les jours. C'est la fondation indispensable pour réussir tout le reste de sa scolarité. Et si on dézoomait un peu, 5e et dernier grand point, l'importance d'un cadre commun pour l'école. Parce que si on regarde l'impact à l'échelle d'une école tout entière, c'est tout l'écosystème qui en profite. C'est là que le terme de continuité pédagogique prend tout son sens. Traditionnellement, le gros point noir à l'école, c'est le travail en vase clos, où chaque classe fait un peu sa petite cuisine dans son coin. Mais quand plusieurs classes adoptent cette même structure de travail, c'est une synergie incroyable qui se met en place. D'une année sur l'autre, on retrouve des habitudes stables, et pour ceux qui ont désespérément besoin de repères, de sécurité et de répétition pour avancer, retrouver les mêmes rituels, c'est une énorme bouffée d'oxygène. Le contraste est vraiment frappant. D'un côté, des enseignants qui essayent de caser un peu de vocabulaire de façon isolée quand on a le temps, et de l'autre, une équipe super soudée qui avance sur une progression commune. L'efficacité est décuplée. Non seulement ça allège énormément la charge mentale des professeurs, mais ça crée une cohérence d'école remarquable. C'est tout l'établissement qui se met à respirer au même rythme linguistique. Et fatalement, le suivi du parcours des élèves devient beaucoup plus fluide et pertinent d'une année sur l'autre. Et ça illustre brillamment la parfaite complémentarité de cette démarche. L'idée, ce n'est pas du tout de transformer la classe en un laboratoire robotique et sans âme. Bien au contraire. La méthode apporte ce socle hyper solide, ces fondations un peu invisibles faites de mots précis et bien mémorisés. Mais juste au-dessus, la vraie vie de la classe continue de bouillonner. Les lectures d'albums, les projets artistiques, les petites discussions spontanées, tout ça reste au cœur de la journée. C'est juste que ces activités sont sublimées parce qu'on a enfin les mots justes pour s'y plonger à 100%. Le langage redevient un jeu, un apprentissage explicite mais avant tout joyeux. Ce qui nous amène à une réflexion finale qui donne vraiment matière à penser. Jusqu'où les élèves les plus fragiles peuvent-ils aller lorsqu'on arrête de considérer la langue comme un acquis magique pour en faire un objet d'apprentissage quotidien et joyeux? Quand on décide de structurer cette découverte, on fait sauter les plus grosses barrières de l'inégalité scolaire. Le potentiel de progression devient alors gigantesque. Au final, offrir un vocabulaire riche et maîtrisé, ce n'est ni plus ni moins qu'offrir la liberté d'agir et de penser le monde par soi-même. Une bien belle invitation à revoir la manière dont on accompagne les plus petits dans le monde fascinant des mots, n'est-ce pas ?